Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Didier Le Fur est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Son dernier ouvrage s'intitule « Une autre histoire de la Renaissance », ce qui nous met sur la voie d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Anissa, bonjour à tous. Toujours une joie de recevoir Didier Le Fur. En son compagnie, ce sont les prémices de la Renaissance française que nous allons mettre en évidence à travers notamment l'évocation des guerres d'Italie. Et après quoi, Lorena Martin nous fera visiter quelques beaux jardins de la Renaissance. Voilà, quant au retour aux origines, il traitera de la naissance des salons de coiffure. Mais t'as vu qu'on va monter le son dans un certain nombre de salons fidèles à notre rendez-vous. Pour le moment, nous retrouvons le bon roi Charles VIII sur le chemin de Naples. À la fin de l'année 1493, le jeune Charles VIII, je dis le jeune, il est âgé de 23 ans, est atteint par une forte fièvre. Pas de celle qui annonce une grave maladie et menace la santé, non, plutôt le genre de fièvre qui saisit l'esprit pour ne plus le lâcher. Cette fièvre-là se résume à une ambition, partir à la conquête du royaume de Naples, dit aussi de Sicile, que le jeune roi considère lui revenir de droit. Son père, Louis XI, en a hérité, estime-t-il, après l'extinction de la deuxième maison d'Anjou. Celle-ci le tenait elle-même des descendants d'un frère de Saint-Louis, auquel le pape suzerain de Naples l'avait confié au XIIIe siècle. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Détail qui a son importance, l'autorité de ces princes français sur le royaume de Naples est depuis longtemps devenue théorique, puisqu'il est passé, ce royaume, sous la férule de la famille d'Aragon, qui bien entendu n'a pas l'intention de reconnaître les prétentions françaises. Pendant longtemps, le pouvoir royal, occupé par toutes sortes de guerres à rebondissement, n'a pas été en position de réclamer sa couronne napolitaine. Seulement, il faut bien reconnaître que cette année 1493 voit un royaume de France apaisé, consolidé, bénéficiant d'une conjoncture très favorable. Charles VIII le sent, il le sait. Le moment est venu de réaliser son projet italien. Et tant pis si une partie de ses conseillers estiment qu'il y aurait mieux à faire de cette période de paix. Ne reste plus pour le jeune roi qu'à attendre la bonne occasion. Et cette occasion, elle va se présenter. Janvier 1494, l'homme qui règne effectivement à Naples, Ferrand d'Aragon, rend son dernier souffle. Et dès lors, Charles ne perd pas de temps. Il va tout de suite se fendre d'une déclaration. 10 février 1494, le roi Charles revendique clairement son héritage. Inutile de vous dire qu'à Naples, on n'est pas de cet avis. Le fils de Ferrand, qui s'appelle Alphonse, monte sur le trône le plus naturellement du monde, comme si rien d'autre n'existait. Très vite, les préparatifs de la reconquête française se précisent, avec une ambition, mener rapidement une solide armée dans la péninsule italique. On le voit, Charles est résolu. C'est pas une simple lubie qui lui est passée par la tête. Certains, sans doute de manière excessive, ont vu en lui un être médiocre, ont critiqué ses choix politiques. Nous parlerons de tout ça tout à l'heure avec Didier Le Fur. Ce qui est certain, c'est qu'il a une réelle capacité à entreprendre des choses. C'est un roi plutôt instruit, animé par l'esprit chevaleresque hérité du Moyen-Âge, mais le physique de ce chevalier, disons-le, laisse un peu à désirer. Voilà comment nous le décrit Emmanuel Leroy-Ladurie. Il est si petit que, quand il chevauche, on a l'impression de ne voir qu'une tête sur une monture. Il est laid, lipu, à grand nez aquilin, cheveux longs et barbe rousse, les yeux sont noirs, saillants, globuleux, le regard est vif et pénétrant, le visage ne tardera point à maigrir et enlaidir. On a envie de dire, qu'est-ce que ça va être ? Sur un plan diplomatique, le roi et ses conseillers ont conscience qu'il faut assurer leurs arrières avant de lancer l'expédition et pour consolider la paix, Charles a accepté de reconnaître la possession de la Franche-Comté, de l'Artois, du Charolais par l'empereur, histoire qu'on ne l'ennuie pas du côté de Vienne. Et ça, il l'a fait dès 1493. Par ailleurs, il va laisser au roi d'Aragon le Roussillon. De plus, l'argent nécessaire à l'expédition, et quand je dis l'argent, c'est énormément d'argent. Il faut 2 millions de livres. Cet argent est difficile à réunir. Certaines villes rechignent à apporter leur contribution. Enfin, pendant l'été, tout est en place. L'armée de Charles, avec ses milliers de fantassins, de cavaliers, avec son matériel d'artillerie extraordinaire, cette armée se lance dans sa longue marche, prête à affronter le premier obstacle. Et le premier obstacle, il n'est pas humain, il est naturel. Ce sont les Alpes, bien entendu. À son commencement, nous dit Didier Le Fur, cette campagne militaire eut les allures d'une longue fête et cet enthousiasme se prolongea au-delà des limites du royaume. Le 2 septembre, Charles VIII entrait dans le duché de Savoie. Le 5, il était triomphalement reçu à Turin. Et très vite,
les armées françaises et leurs renforts, en tout ça représente quand même quelques 30 000 hommes, ces armées vont faire face aux troupes aragonaises. Celles-ci ne peuvent rien faire contre ce que les Italiens vont bientôt appeler la Furia Francese, et bien sûr cette extraordinaire vigueur des soldats français qui permettent à Charles d'avancer, épaulé par ses alliés milanais et génois. Tout ça se fait avec beaucoup de facilité, du moins jusqu'à ce que soudain la santé du roi se mette à chanceler. Et oui, ça c'est le coup dur. Il est même question de renvoyer le roi en France. Et finalement, Charles finit par se remettre, seulement les plans doivent changer, il n'est plus pensable de prendre la mer en Ligurie pour rejoindre le sud de la péninsule, ce serait un trop grand risque si le roi retombait malade. Imaginez que le roi tombe malade en pleine mer, on ne pourrait pas le secourir efficacement, et donc il va falloir traverser à pied les territoires florentins. Or, Pierre de Médicis est à ce moment-là justement en train de trahir la France. Il laisse un certain nombre d'Aragonais passer sur ses terres, il se prépare lui-même à contrer, à stopper si possible l'avancée française. Charles VIII et ses troupes doivent le remettre à sa place, ce Florentin un peu trop hardi. Manifestement, il a sous-estimé leur nombre, il a sous-estimé leur motivation, et puis leur extraordinaire savoir-faire, et puis leur cruauté aussi, disons-le. Les Français sont connus dans toute la péninsule pour dévaster, pour piller, pour dépouiller, pour tuer, et pour dire les choses, Pierre de Médicis n'est pas de taille. Que voulez-vous qu'il fasse contre cette gigantesque armée française qui arrive très virulente et très insatiable? Il doit accepter un traité humiliant. Il va repasser dans le camp du roi Charles, céder plusieurs places aux Français et à leurs alliés, et on peut le dire, nous avons souvent eu l'occasion de raconter cet épisode ici même, cet échec va coûter cher à Pierre de Médicis, puisqu'une révolte se déclenche à Florence, qui devient bientôt une révolution et qui, sur son passage, balaye tout, à commencer par les Médicis, chassés de la République florentine. On le voit, l'irruption du roi de France dans les affaires italiennes crée beaucoup de troubles, de changements, de vicissitudes dans une péninsule qui n'en avait pas besoin. Et ça, pour le moment, vous allez voir que ce n'est qu'un début. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire des guerres d'Italie cet après-midi sur Europe 1. Alors Franck, vous nous racontez l'expédition de Charles VIII à la conquête du royaume de Naples. Nous sommes en 1494. Pour l'instant, tout se passe bien. Le roi et son armée approchent de leur but. Tout se passe bien du point de vue des Français. Oui, du côté français, bien sûr. Ils sont déjà à Florence. Alors avant de connaître la suite, j'ai quand même une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que c'était fréquent pour un roi de France d'aller combattre aussi loin à l'étranger? Ah non, pas du tout. Vous savez, c'était quand même assez risqué à cette époque pour un roi de quitter le territoire de son royaume. Les souverains évitaient de le faire d'une façon générale. Et d'ailleurs, c'est bien simple. Avant Charles VIII, il faut remonter à Saint-Louis, aux deux croisades de Saint-Louis, pour voir la même chose au XIIIe siècle. On peut pas dire d'ailleurs que l'épisode de Saint-Louis était un franc succès, puisqu'il a été capturé la première fois et que la deuxième fois, il est carrément mort sous les murs de Tunis. Charles VIII, lui, part nettement moins loin. C'est vrai, seulement pour l'époque, c'est quand même une démarche qui est hardie et pour l'instant une démarche qui remporte un franc succès. À Pise, les Français sont reçus comme des protecteurs. À Florence, la République, qui donc vient de se débarrasser des Médicis, est bientôt dominée par le moine Savonarole. Cette République ouvre ses portes au roi de France. Charles VIII arriva à Florence le 17 novembre et fut acclamé au cri de « Viva Francia », nous dit Didier Le Fur. Le 21, il promettait de ne jamais favoriser le rétablissement de l'ancien régime dans la cité. En échange, il réclamait aux Florentins 120 000 livres pour financer son expédition et une rente mensuelle de 12 000 livres le temps de sa durée. Demandez ça à la ville des banques et des banquiers, vous avouerez qu'évidemment c'était plutôt bien vu de la part de Charles VIII et de ses conseillers. Il est clair que derrière les accolades, le rapport de force est bien présent. Quoi qu'il en soit, Charles peut poursuivre sa route et le peut assez confortablement. Son prochain adversaire de poids, c'est le pape en personne, qui quand même est l'acteur essentiel dans la péninsule. Or, le pape de l'époque, c'est un Borgia, évidemment. C'est Alexandre VI, qui n'est pas un grand ami du roi de France. Quand quelques mois plus tôt, Charles lui avait fait part de ses revendications sur Naples, le pape avait tenté clairement de le décourager. Et officiellement, il a accepté cet héritier aragonais, cet Alphonse, qui est un drôle de personnage par ailleurs. Bref,
À l'approche de l'armée française, Alexandre VI a de quoi sombrer dans l'effroi. Lui aussi est complètement impuissant face à la Furia Francese, face au déferlement du roi de France. Et Charles n'est pas non plus libre de ses actions, puisque un assaut violent contre Rome serait très mal vu dans toute la chrétienté. Il est censé être le roi très chrétien, lui quand même, bien entendu. Hein. C'est le champion de la chrétienté, le roi de France. Est-ce que un jour il pourrait partir en croisade? Pourquoi pas? Une fois Naples pris, ce serait une possibilité. Le roi Valois et le pape Borgia entament donc des pourparlers. Il est permis à Charles de pénétrer avec son armée dans Rome, seulement il ne pourra entrer qu'au crépuscule. Dans un deuxième temps, il obtiendra des places stratégiques sur les territoires de la papauté et en échange, sur le devenir du royaume de Naples, eh bien là, on peut dire que rien n'est réglé et que de ce point de vue-là, le pape n'a pas trop mal joué. Quoi qu'il en soit, Charles savoure son succès, comme le souligne André Castelot, je le cite. Le 31 décembre 1994, Charles VIII, l'épée sur la cuisse, accueilli par les cardinaux, les gouverneurs et les sénateurs de la ville, entre dans Rome, plus triomphalement et mieux accompagné que ne fit aucun prince qui soit en la mémoire de ceux qui sont vivants. C'est le chroniqueur de l'époque. Burchard, maître des cérémonies du Vatican, est scandalisé par la manière dont les Français se tiennent dans la cité pontificale. Ainsi, lors d'une audience donnée par le pape, les compagnons du roi Charles occupent toutes les places, de sorte que les cardinaux romains doivent se presser en désordre autour d'Alexandre VI. Ce sont les barbares qui arrivent. Et du point de vue de ces Italiens qui sont renaissants, si je puis dire, depuis déjà 2 siècles, ce qu'ils ont sous les yeux, ce sont des véritables barbares du Nord. Et ça agace le pape, bien entendu, qui n'est pas mécontent de voir les Français tourner les talons, enfin en tout cas continuer sur leur route, fin janvier. Charles, qui n'est pas très sûr d'Alexandre VI, et il a raison, ne s'en va pas sans un certain nombre de garanties, et notamment un otage tout particulier, puisqu'il s'agit du fils que le pape avait eu, je vous rassure, avant d'être élu pape, hein. C'est César Borgia, et voici le moment dont Charles rêvait. Le voilà qui peut fondre sur Naples avec son armée. Là encore, il balaie toute opposition. Alphonse, épouvanté, dépassé par les groupes pro-français de Naples, préfère renoncer au pouvoir en faveur de son fils, Ferrandino. Et puis, voyant qu'il ne pourra rien faire, de toute façon, il prend la fuite. Ce n'est pas vraiment un cadeau. Hein. Ferrandino ne tarde pas à son tour à quitter Naples en toute précipitation pour aller se terrer sur l'île d'Ischia. Et dès le 22 février, le roi Charles pénètre donc triomphalement dans Naples. On peut imaginer sa joie, tous ses efforts ont payé, et avec quelle fulgurance. Pour se faire accepter, eh bien, il fait ce que font tous les souverains qui veulent être bien vus. Il diminue la charge fiscale. Il va donner à l'aristocratie locale un certain nombre de gages. Et au passage, il offre des fiefs à ses alliés. Les Français trouvent dans la ville énormément de richesses. Et comme tout au long de l'expédition italienne, le choc militaire s'accompagne, disons-le, d'un véritable choc esthétique. Ce sont qui se déploie maintenant sous les yeux des Français tous les trésors de l'Antiquité, de la Renaissance. C'est tout à fait extraordinaire. Signalons quand même que dans un tout autre registre, et on le retiendra ça pendant longtemps, les soldats français vont aussi découvrir la syphilis sur place, qu'on appellera le mal de Naples. Mais enfin, c'est un autre sujet. Charles ne peut pas ignorer les menaces que ces succès insolents inspirent. Dès le 29 mars, il échappe à une tentative de meurtre et puis, surtout quelques jours après, une grande alliance européenne se forme contre lui, qu'on appellera la Ligue de Venise. C'est donc la République de Venise qui est à l'œuvre, mais aussi la Castille, mais aussi l'Aragon, mais aussi l'Empire. Même Milan retourne sa veste. Il faut dire que Ludovic Sforza n'a pas vraiment apprécié que Charles soit tellement coulant avec ses rivaux florentins au moment où il a traversé la Toscane. Bref, le danger devient réel. Charles tient à s'organiser encore un triomphe dans sa chère, dans sa très belle ville de Naples, festivités qui sont littéralement extraordinaires. Elles ont lieu le 12 mai. Et pour l'occasion, je cite de nouveau André Castelot, le roi surnommé Auguste, à l'instar des anciens empereurs, est revêtu du grand manteau rouge fourré et moucheté d'hermine. Il tient d'une main la pomme d'or et de l'autre le sceptre. Intéressant cette obsession de tous les souverains qui, en conquête, n'ont de cesse de vouloir restaurer les fastes perdus de l'Empire romain. Charles sait que la situation ne lui permet pas de rester. Il doit vite repartir pour la France. Il confie Naples à Gilbert de Montpensier, avec le titre de vice-roi, s'il vous plaît.
Et le voilà qui quitte donc toute cette région napolitaine avec un détachement de 9000 hommes. Tout se passe plutôt bien. Jusqu'au nord de la Toscane, le marquis de Mantoue, qui commande les forces ennemies, est là, avec, semble-t-il, pas loin de 30 000 hommes. Il est prêt à en découdre avec des Français infiniment inférieurs en nombre maintenant. Confrontation à forces inégales donc, confrontation qui paraît inévitable, et l'on est en train maintenant, et l'on est en droit surtout de se poser la question, et si l'aventure italienne du roi de France se soldait par le pire des désastres? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors, vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, l'expédition de Charles VIII en Italie. C'est une émission consacrée aux guerres d'Italie de façon générale. Charles VIII et ses troupes, qui ne sont plus si nombreuses que ça, vont maintenant devoir se confronter au marquis de Mantoue, et ça risque d'être négatif, oui, en tout cas pour les Français. Parce qu'à Mantoue, on dispose d'une immense armée coalisée, bien entendu, et on peut dire que Charles aurait de quoi trembler. La bataille s'engage à Fornoux, près de Parme, le 6 juillet, confrontation pluvieuse, confrontation violente, ça fait partie des grands rendez-vous de l'histoire de France. Charles et ses troupes vont faire assaut de toutes les bravoures. Les coalisés perdent au moins 2 fois plus d'hommes. Le roi de France parvient à se sortir habilement de ce guêpier. Il n'empêche, sa position reste vraiment très inconfortable. Ses hommes ont souffert et vont souffrir, et il comprend qu'il n'a plus le choix. Il va lui falloir maintenant négocier et faire des concessions pour obtenir la paix. Quant à son cousin, le duc d'Orléans, qui combattait au nom de ses propres revendications familiales sur le duché de Milan, il va devoir évacuer la place de Novare, où il était assiégé dans des conditions tout à fait terribles par les Milanais. Duc d'Orléans, qui deviendra roi de France plus tard. André Castelot raconte, le duc d'Orléans évacue la ville avec la garnison française qui est en piètre état. Sur 5500 hommes, il n'y en a pas 600 en état de combat. 3000 vont mourir, les uns d'épuisement, les autres parce qu'ils se sont jetés avec une gloutonnerie bien compréhensible sur la nourriture. Les bords de la route de Novare à Versailles sont jonchés de leurs cadavres. Charles, néanmoins, peut estimer que dans cette opération, et même si les derniers engagements ont été cruels, il ne s'en sort pas si mal. Il poursuit sa route vers son royaume. Il n'en finit pas avec les déconvenus. Mauvaise nouvelle parvenant de Naples au fil du voyage, le parti aragonais et ses alliés viennent de lancer une vaste offensive contre Gilbert de Montpensier. Et le vice-roi, qui s'est bien battu, certes, a fini par être battu par ce parti aragonais et par les alliés. La roue tourne, c'est très clair. Tout ce qui est français ou assimilé va se trouver en danger. On pourchasse, on lance, on pourrait dire, la chasse aux Français, et le sang coule partout. Montpensier va mourir peu après, probablement victime de la peste ou d'une peste, comme on disait à l'époque. En quelques mois, tout ce que Charles avait accompli à Naples s'est effondré. Pourtant, son désir de conquête est là, toujours. Il veut y croire, Charles. Il s'est accroché à cette histoire. Et d'ailleurs, assez vite, la situation diplomatique de la France se redresse, il faut le reconnaître. La plupart des membres de la Ligue de Venise reviennent à de meilleurs sentiments, si bien qu'à la charnière des années 97-98, Charles peut se préparer à lancer une nouvelle expédition vers Naples. Tout se précise pour un départ qui est prévu avant l'été 98. Seulement le 7 avril, vous savez qu'un événement va tout changer. Ce jour-là, Charles quitte les appartements de la reine Anne de Bretagne. On est à Amboise. Il est assez pressé de se rendre à une partie de jeu de paume. Il se précipite peut-être un peu trop. À l'approche, il faut dire qu'il est en train de traverser des couloirs assez malodorants, semble-t-il, et où on n'a pas envie de s'attarder. Bref, il n'a pas vu qu'une porte est vraiment très basse. Il ne baisse pas suffisamment la tête et il va se heurter très violemment au linteau. Le coup est rude. Le roi, a priori, a été très choqué, mais il s'en tient au programme qu'il avait prévu. Il assiste à la partie de paume dans les fossés du château. Et puis, soudain, alors qu'il est en train de regarder les joueurs, il s'effondre, on l'allonge, inquiétude des témoins, vous imaginez. Le roi a sombré soudain dans une très extrême faiblesse, et une dizaine d'heures plus tard, il est mort. Il n'avait même pas 28 ans. Et son successeur, c'est celui dont je vous parlais, c'est le duc d'Orléans de tout à l'heure, qui devient donc le roi Louis XII, nouveau règne. Alors on se dit, est-ce qu'on va abandonner l'Italie au passage? Oh, pas du tout. Louis XII va s'accrocher à l'Italie comme l'avait fait son prédécesseur.
Bonjour Didier Le Fur. Bonjour. Nous allons poursuivre avec Louis XII, mais avant une question qui a l'air déjà d'agiter les réseaux sociaux Oui. avant même que nous ne commencions. Qu'allons-nous faire dans cette galère, si je puis dire, alors que d'autres royaumes, on pense aux Portugais, on pense aux Espagnols et bien sûr aux Anglais, sont en train d'aller déjà conquérir les mers et conquérir de nouveaux mondes. 1492, découverte des Indes extrêmes occidentales par Christophe Colomb, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en Italie, à ce moment-là? On y réclame nos droits. Oui. Et le Portugal, s'il regarde vers la mer et vers d'autres territoires, c'est qu'il a un problème d'expansion, tout bêtement. Il n'y a pas grand-chose pour lui du côté de la péninsule ibérique pour augmenter ses territoires. On est dans un contexte global d'augmentation pour tout le monde. Hein. Les notions d'empire, les notions de frontières qui fluctuent sont vraiment très très présentes partout. Les Portugais vont bénéficier aussi de la guerre de 100 ans, de rapports entre Français et Anglais pour justement pouvoir aussi se développer, vont commencer à courir vers l'Afrique, puis après jusqu'à l'Inde orientale. Mais il y a les Espagnols aussi, les Hollandais, les Anglais. Bref, voilà. Tout le monde conquiert les mers et nous on reste sur terre et on s'occupe d'Italie. Et D'abord de parce Naples, précisément. on a des droits aussi très très clairs, comme le roi de France ont eu des droits sur la Provence et les ont réclamés, et bien des droits sur Naples, il y a des droits sur Milan et des droits aussi sur Gênes. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, la notion de frontière naturelle n'existe pas ou existe moins qu'à partir du règne de Louis XIII et Louis XIV? Elle n'est pas définie de la même façon, puisque c'est toujours l'idée que le royaume de France peut toujours s'augmenter. Oui. Alors, il y a des frontières juridiques, fiscales, mais l'idée de la frontière définitive, elle n'existe pas telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui dans une idée d'un pays légitime ou naturel. Et pour revenir à la question, si les Français regardent plus vers la terre que vers la mer, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de marine. Oui. Et que Les Français sont des terriens par essence. Exactement. Et que la puissance de l'époque, c'est l'Europe, toujours, la chrétienté. Et c'est là où on a le plus d'argent, c'est là où il y a le plus de pouvoir à avoir, et c'est là où la possibilité d'augmenter ces territoires sans danger, sans danger de perte ou d'inconnu par rapport à la mer, par exemple, est le plus constructif pour les Français. Donc, c'est surtout aussi parce que la marine française, même si Charles VIII va commencer à faire développer, voilà, l'arsenal de Toulon et de Marseille, il y a une carence formidable de ce côté-là, puisque tous les bateaux, même pour partir à Naples, il y a moins 30% des bateaux loués au Portugal. Donc d'une certaine manière, vous nous dites que le choix de Charles VIII n'était pas seulement irraisonné ou irraisonnable, il était plutôt sensé, c'est-à-dire que c'était logique, c'était tout à fait normal de faire cela. Oui. On pourrait se poser une question qui est un peu d'ordre psychanalytique, c'est de la psychanalyse sauvage, si je puis dire. Après tout, puisque Charles VIII a vu régner à sa place, si je puis dire, sa grande sœur, Anne de Beaujeu, pendant toute la période de la Régence, est-ce que en conquérant l'Italie, il n'a pas eu envie tout simplement de conquérir son propre pouvoir? C'est la question que je vais vous poser dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des guerres d'Italie cet après-midi sur Europe 1. Nous avons commencé avec l'expédition de Charles VIII en Italie. Nous allons poursuivre avec Louis XII et avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Didier Le Fur. Il est historien des 15e et 16e siècles et auteur d'une autre histoire de la Renaissance parue chez Perrin. Alors, il faut, Didier Le Fur, que nous revenions sur les origines du règne de ce Charles VIII, qui est le fils quand même du très grand, très intelligent et très stratégique Louis XI. Alors cette image-là, elle est assez récente. Longtemps, ça a été le pire des rois aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Pour Charles VIII, c'est un enfant presque du miracle. Il arrive en 1470. Il y a eu plusieurs enfants auparavant, des garçons mais qui n'ont pas vécu. Et puis des filles, mais qui... Et des filles. Voilà. Mais les filles ne comptent pas dans la succession. Voilà, sûr, et donc cet enfant qui arrive assez tardivement dans la vie de Louis XI, il est considéré déjà comme un enfant, j'allais dire exceptionnel, entouré de toute une mystique comme ça, où on lui promet l'avenir le gouvernement du monde, et donc on va le protéger aussi. C'est le futur Alexandre, hein, il y a toujours cette idée, en fait. Et Louis XI va le protéger. S'il va restaurer justement le château d'Amboise, c'est en partie pour ça. C'est le château qui permet à la fois de mieux garder l'enfant et le plus un peu éloigné de tous les conflits variés qui pouvaient exister, qui pouvaient se développer dans le royaume. Et quand il arrive à 13 ans au pouvoir,
mais c'est un enfant. Et bizarrement, c'est à sa grande sœur que le roi a confié. Alors il y a deux petites nuances là-dessus. Vous allez me parler de Pierre. Voilà, exactement. je ne vais pas l'oublier, ce Pierre de Beaujeu, qui est l'époux d'Anne de Beaujeu, donc le beau-frère de Charles VIII. Et c'est lui qui dirige la France dans les dernières années de Louis XI, du règne de Louis XI. C'est lui qui va poursuivre le gouvernement. Et quand cette nuance-là sur l'idée d'une Anne de Beaujeu gouvernante de la France, c'est parce qu'elle a reçu par les États généraux le gouvernement de son frère, c'est-à-dire le contrôle de son frère, un peu comme une tutrice. Mais elle n'a pas ce gouvernement du royaume, elle a le gouvernement de son frère. Oui. Et par contre, comme une tutrice, comme une mère, parce que Charlotte de Savoie est décédée aussi quelque temps après Louis XI, elle va être une sorte d'intermédiaire, et notamment avec les ambassadeurs. Et c'est pour ça que les ambassadeurs, notamment italiens, vont dire il faut toujours passer par elle, donc c'est elle qui gouverne tout, c'est elle qui a la main mise sur d'où ce qu'on appellerait chez les professionnels un biais historiographique, c'est-à-dire que par les relations d'ambassadeurs, on finit par donner à Anne de Beaujeu un rôle un peu plus important que celui qu'elle a eu réellement, nous dites-vous. Exactement. En fait. Voilà. Alors, cette régence d'Anne de Beaujeu a été très compliquée, très difficile, mais elle rend à son frère un royaume en très bon état. Ah, intact, et voire même justement avec l'acquisition pour le royaume de la Bretagne, puisqu'il y a toute cette guerre des années 80 qui va se poursuivre, à la fois des guerres princières par rapport au pouvoir du royaume, puis après par rapport à la Bretagne, à la succession de la Bretagne. Effectivement, en 1490-11, quand elle s'en va, c'est la fin du conflit breton, et c'est aussi une ère de paix dans le royaume qui débute. Début donc de cette campagne en Italie. Finalement, le jeune roi n'aura pas perdu de temps pour se muer en conquérant. Non, parce que déjà, dès le conflit breton, et alors que tout était un peu tout confus, eh bien, l'idée que Charles VIII puisse aller en Italie se créait déjà autour de lui. La papauté l'encourageait à cause de ses rapports difficiles avec les Aragonais. Et comme il y avait des droits échus à la couronne de France, eh bien, voilà, c'était l'opportunité. Mais l'idée pour les papes était que les Français viennent faire le ménage, mais pas forcément qu'ils y restent. S'installent, oui. Voilà. Et toujours très dangereux, ça, comme calcul. Hein. Et par contre, Charles VIII, lui, l'idée est pas montée à la tête, mais elle s'est construite peu à peu. Et l'idée de partir en Italie et puis de conserver ce royaume, ce qui voudrait dire devenir une puissance méditerranéenne d'une certaine manière. Est-ce que cette option-là fait partie des calculs de Charles VIII ? Elle fait partie des calculs, puisqu'elle permet aussi d'avoir, sur un plan économique, de revendiquer par la même occasion cette espèce de suzeraineté sur Gênes qui existe depuis la fin du XIVe siècle, mais avec qui Gênes a joué pendant tout le XVe, et là c'est une manière de la récupérer. Et récupérer Gênes, puis le royaume de Naples, c'est augmenter de plus d'un tiers les revenus du royaume de France, c'est pas rien, et puis surtout d'augmenter aussi par la même, donc une flotte qui n'existait pratiquement pas, et puis aussi des nouveaux marchés commerciaux. Alors tout à l'heure, dans le récit conçu par Pierre-Louis Lancel, nous disions qu'un certain nombre de villes avaient manifesté beaucoup de réticence à payer l'impôt supplémentaire pour financer une campagne qui était par beaucoup jugée trop dispendieuse. C'était au-dessus de nos moyens, l'Italie, d'une certaine manière. C'est ce que pensaient les gens, en tout cas. Ils n'y croyaient pas, mais comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est dangereux de partir loin. Saint-Louis était... C'est une aventure, au sens propre. Hein. Et qu'est-ce qu'on allait faire dans cette galère, si j'ose dire ? Et c'était l'idée que, de toute façon, c'était un fiasco assuré. Or... Puis il y a toujours l'idée aussi toujours de réclamer de l'argent, c'est toujours un peu pénible. Et il y a l'idée simplement que la France était en paix depuis quelques mois, on n'allait pas encore repartir à la guerre. Et donc il y a cette opposition, elle a été vraiment réelle, mais surtout dans les villes du Nord. Alors Milanais, très bien, Toscane, plus difficile, États pontificaux, problème, et on arrive à Naples où c'est plus que problème, c'est carrément
Alors, échec. Pas au début. Les premières semaines, la conquête est très rapide et c'est ce qui va caractériser aussi les conquêtes de Louis XII par la suite. C'était très rapide. Il n'y a pratiquement pas d'opposition militaire. La résistance sur les châteaux qui protègent Naples est réelle, mais bon, elle s'achève. Et c'est peut-être l'ignorance de la méthode ou comment conserver une conquête une fois qu'on l'a obtenue qui a été le plus significatif. Très français, ça. Oui. On conquiert, mais après on ne sait pas quoi faire de la conquête. Et il y a un problème après de gestion des populations conquises et quelquefois avec des très très mauvaises conduites. On préfère finalement la méthode anglaise qui consiste à échouer dans un premier temps et ensuite à s'installer définitivement. Mais enfin ça, on ne refait pas le génie des nations, que voulez-vous, c'est ainsi. Nous en étions restés à la mort accidentelle, pour ne pas dire stupide, de Charles VIII lors de cet accident d'Amboise. Son cousin Orléans devient le roi. C'est un roi qui n'est plus tout jeune, là, en revanche. Et ce roi, très sage, très rassis, très tranquille, on pourrait imaginer qu'il mette un terme à l'aventure italienne. Pas du tout, il va s'en enticher à son tour. Nous voici dans un instant dans le règne de Louis XII. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des guerres d'Italie cet après-midi sur Europe 1. Alors après le règne de Charles VIII, il est temps de s'intéresser maintenant, avec votre invité, l'historien Didier Le Fur, au règne de son cousin Louis XII. Alors, qu'est-ce qui lui prend à Louis XII de poursuivre ses opérations italiennes, Didier Le Fur? Exactement le même virus que Charles VIII, c'est qu'il a des droits lui privés sur Milan. Oui, en plus, lui personnel. Et il a le devoir en tant que roi de France d'aller récupérer ce qui n'avait pas été conquis, c'est-à-dire le royaume de Sicile ou Naples. Je dis ça pour ceux de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas toute l'histoire des grandes histoires, des histoires de France. L'habitude, depuis Michelet, même avant Michelet d'ailleurs, on pourrait remonter à Mézeray, etc., l'habitude est toujours, et Vauban, de dénoncer les guerres d'Italie, de dire que c'est le mal absolu, etc., etc. Et vous êtes presque en train de les réhabiliter, ces guerres d'Italie, c'est assez... Mais oui, parce que ils y croient et que pendant qu'ils ont dépensé autant d'énergie pour construire cet empire dont ils rêvaient, eh bien, ils ont développé aussi une quantité d'autres choses. Et puis c'est tout bête, c'est que si vous parlez déjà de Mézeray au XVIIe et puis après au XIXe, c'est qu'on a une vision de la France, j'allais dire comme tout à l'heure, une vision naturelle avec ses frontières. Ses frontières naturelles, et oui, que ça, l'Italie vraiment... serait déjà un État étranger. Or, pas du tout. C'est un bras et c'est une possibilité. Oui, une jambe en l'occurrence. Oui, on dit une jambe, une botte. Et c'est surtout en plus dans toute l'idéologie de l'époque de développer cette puissance française impériale pour avec peut-être un jour cet avènement du dernier empereur qui permettrait au Christ de revenir sur Terre. Mais pas beaucoup plus de succès que Charles VIII, Louis quand XII. Même beaucoup plus, parce que peu... la présence française va rester quand même 12 ans à Milan, c'est pas rien. Les conquêtes se font en 3 semaines maximum. Il y a une efficacité rare. Il y a peu d'argent dépensé pour les batailles et pour les guerres. Il n'y en a pratiquement pas, si ce n'est pour Agnadel, mais en 1508. Est-ce qu'on peut dire dès lors que le règne de Louis XII est un règne efficace d'une façon plus générale? Sincèrement, oui. Parce qu'il a eu l'intelligence de déporter complètement la guerre en Italie. Ce sont les Italiens qui ont payé la guerre, donc pas les Français. Les Français donc, ont vécu une ère de paix pendant 12 ans, qui était rare. Ont pu développer, là encore, du coup, une économie importante. Comme il était extrêmement puissant, il n'y avait pratiquement pas d'ennemis. Donc les Alliés n'ont pas empêché non plus le développement commercial, puisque à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a une interruption du commerce. Et même en Italie, et particulièrement à Milan, les Italiens n'ont pas été anti-Louis XII. Alors, même s'ils étaient toujours anti-français. Oui, ça, ils le sont par essence, on a envie de dire. Et c'est une question de préservation de leur point de vue. Louis XII mène plutôt bien ses guerres d'Italie. François Ier va les mener carrément très mal, lui. Ça finit à Pavie dans la déréliction totale. Hein. Exactement, puisque pour chasser quand même, parce qu'il fallait quand même chasser le français, et donc c'est la première fois que ça s'est passé, c'est-à-dire que Louis XII, pour détruire Venise, qui l'empêchait d'aller à Naples, eh bien, a réuni tous les États d'Europe contre Venise. Ça a très bien fonctionné. Le seul problème, c'est que ça s'est retourné contre lui et que du coup, tous les États d'Europe se sont retournés contre les Français pour les chasser d'Italie. François Ier
parce que malgré tout, il est à la tête d'un royaume extrêmement riche, extrêmement puissant, la première puissance européenne à l'époque, peut partir en Italie. C'est déjà plus compliqué pour y rentrer, alors qu'il est obligé de feinter déjà. Mais la politique royale à Milan, notamment, est assez désastreuse. Et les armées ne sont pas soldées, exactement, les commandements ne sont pas suivis. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des tas de problèmes à l'intérieur même du duché avec du non-respect des Italiens et notamment du parti pro-français, du parti Guelf. Et donc, dès que Charles Ier d'Espagne, futur Charles Quint, va commencer à infiltrer pour déstabiliser la présence française dans le Milanais, les Milanais vont suivre tout de suite et en 1521, le duché est perdu. Et c'est seulement le fils de François Ier, le roi Henri II, qui, une fois pour toutes, renonce au rêve italien. Là, c'est la fin, cette fois. Alors, il renonce pas tant que ça, parce que même si il va, par le traité du Canto Cambrésis en 1559, restituer plusieurs terres occupées par les Français pour justement faire une sorte de chantage, parce qu'à partir de 1525 et Pavie, les Français n'ont pratiquement plus aucune porte pour entrer en Italie, et les Italiens vont aussi bloquer de plus en plus la possibilité aux Français d'y pénétrer. Le rêve italien demeure, et il se retrouve toujours sous François II, sous Charles IX et même sous Henri III, parce que les ambassadeurs sont italiens. On le notamment verra encore d'une certaine manière sous Louis XIII. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a le soutien des droits sur Milan. Et certes, il y a des guerres civiles et religieuses en France, mais le jour où ils vont arrêter, ils vont revenir sur nous et encore plus fort. Et c'est vraiment une crainte qui ne disparaît absolument pas de l'imaginaire italien. Est-ce qu'en 1859, lorsque Napoléon III se bat de nouveau, alors lui contre les Autrichiens, mais comme beaucoup d'autres d'ailleurs, n'est-ce pas, sur les terres italiennes, est-ce que Napoléon III est le descendant, l'héritier, le turiféraire de Louis XII et de François Ier? Parce que finalement, même s'il abandonne le Piémont, il récupère la Savoie. Et si aujourd'hui on considère que la Savoie fait partie de l'identité française, c'était pas non plus une évidence. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on peut dire que les guerres d'Italie ou le rêve italien s'achève. À travers ce biais-là, nous voyons que vous avez quand même de la Renaissance une autre lecture, Didier Le Fur. D'une façon générale, vous avez une singulière tendance à redresser un certain nombre d'idées fausses. C'est parce qu'on a considéré la Renaissance par rapport à la projection de ce qu'on pouvait imaginer de l'époque moderne, voire même de notre temps. Or, cette notion de Renaissance, sur le plan politique, elle n'existe que depuis le tout début du XIXe siècle. Elle se structure pour justifier la Restauration par rapport à la monarchie. Et puis l'idée va se poursuivre après pour les autres régimes qui sont obligés forcément de se rattacher au passé national et de légitimer leur présence au pouvoir, voire même ou leurs ambitions, quand il ne s'agit pas de gouvernement immédiat. Et cette idée de Renaissance, elle s'accompagne aussi à une sorte de laïcisation de l'État français. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, Dieu est partout et il n'y a aucune raison de l'en écarter. À partir du XVIIIe, des différentes idées de philosophes, de chercheurs, voilà. Et donc, si Dieu va être entre guillemets mis au chômage, et on va le rendre irresponsable de l'histoire de l'humanité ou de la création de l'humanité, il va falloir penser autre chose. Et donc là arrivent deux types de philosophie. La philosophie de la nature, où après la notion de création, tout en 6 jours, le 7e jour je me repose, et bien là on choisit la notion d'évolution, c'est-à-dire qui va arriver au darwinisme par exemple. Et qui aboutira au marxisme, etc. Exactement. Et à côté de ça, la philosophie de l'homme, c'est-à-dire de l'homme qui se perfectionne au fur et à mesure. L'humanisme considéré comme central. Et donc, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa créativité, c'est sa pensée, c'est sa conscience. Et par conséquent, pour montrer le nouvel âge de ce temps moderne, eh bien la Renaissance symbolise, parce que justement on va chercher des individualités, des gens qui vont justement créer, qui vont penser autrement. Et ces petites individualités qui sont vraiment toutes petites vont peu à peu, on va laisser croire que finalement elles ont envahi tout un courant de pensée et laisser croire que l'homme avait déjà pensé à se séparer de Dieu au prétexte qu'il y avait eu une réforme. Une autre histoire de la Renaissance de Didier Le Fur, avec, comme vous le voyez, de véritables ambitions de penser l'histoire. C'est édité aux éditions Perrin. Merci beaucoup Didier Le Fur. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et il est temps d'aller visiter quelques beaux jardins de la Renaissance. Et notre guide cet après-midi, c'est Lorena Martin. Et oui, bonjour Lorena. Bonjour. Nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté sur la dimension culturelle de ces guerres d'Italie et de l'extraordinaire apport de tous les guerriers qui, rentrant de Naples, ont voulu, non seulement nous ont ramené la civilisme, bon ça c'est un fait, mais ont voulu créer de nouvelles demeures, de nouveaux jardins, et notamment Charles VIII avait été ébloui par les jardins d'Orangers de Naples. Exactement, ce sont les jardins de la Villa Poggio Reale du roi Ferdinand le Catholique, où Charles VIII séjourne quelques mois. Ces jardins, et notamment les jardins d'Orangers, le séduisent. Et de retour en France, il n'a qu'une seule idée en tête, reconstituer ces jardins en France, à Amboise. Et Charles VIII recrute tous ceux qui ont élaboré ces jardins. Il recrute à Amboise 22 artistes et artisans italiens, des sculpteurs, des peintres, des architectes, des maçons. Et parmi ces hommes, il recrute notamment le célèbre jardinier Dom Pacello da Mercogliano, qui avait dessiné les jardins de Poggio Reale. Et Château-Gaillard devient l'un des premiers foyers de la Renaissance française, qui se situe, donc ce château se situe à Amboise. Et il ne manque qu'Adam et Ève dans ce paradis merveilleux pour en faire un nouvel Éden, disait Charles VIII. Oui, et c'était pour lui un lieu de prestige qui lui permettait de présenter à ses visiteurs ses essences rares et ses espèces exceptionnelles d'orangers. Ce jardin, disons les choses, il était tombé en ruine totale. Moi, j'avais même oublié son existence. Et puis là, grâce à un propriétaire très énergique, il a retrouvé depuis quelques années ses couleurs et ses odeurs. Il l'a racheté en 2011 et c'est un immense domaine Marc de 15 Lelandais, hectares. pour ne pas le nommer. Oui, situé à 2 pas du Clos Lucé, et il a rouvert en 2015 après 5 années de restauration. Il y a eu pas moins de 300 artisans qui ont été mis à contribution, et c'est vraiment un logis royal à la pierre de tuffeau. Mais vraiment, ces jardins sont éblouissants, vraiment organisés à l'italienne, des carrés délimités, une forêt en pleine ville avec des jardins en terrasse et un vaste parc arboré. Alors nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a aussi les jardins du château royal d'Amboise qui tentent de renouer avec cette esthétique de la Renaissance et cet apport en quelque sorte des guerres d'Italie. Merci beaucoup Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors, je ne sais pas si nous sommes très écoutés dans les salons de coiffure. Vous allez nous le dire sur les réseaux sociaux. En tout cas, on l'espère. Mais nous allons... on parle beaucoup dans les salons de coiffure en même temps. Alors, ça fait concurrence. Ça doit être difficile d'écouter au cœur de l'histoire parce que ça discute beaucoup dans les salons de coiffure. Tiens, justement, aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur les origines des salons de coiffure. Alors oui. Ça remonte à quand tout ça belle transition, beau lancement ça. Hein. Alors il y avait déjà des coiffeurs chez les Grecs, chez les Romains, etc. Ouais. Il y avait ces petites échoppes où se réunissent les hommes libres, hein, où on se fait non seulement couper les cheveux, mais surtout tailler la barbe. Ah oui, et puis les ongles, ne l'oublions pas. Au Moyen-Âge, on va chez le chirurgien barbier pour ce genre de choses. Charles V, en 1371, reconnaît aux barbiers le droit de pratiquer les saignées, les incisions d'abcès, etc. Bref, ce qu'on appellera la chirurgie. Il réglemente la profession en imposant un examen, bien entendu. Alors ça va être toute la guerre entre chirurgiens et chirurgiens barbiers sur laquelle je ne reviens pas. Et c'est vers la fin du règne de Louis XIV qu'un édit va officiellement séparer les deux professions. Louis XIV institue des barbiers, baigneurs, étuvistes, perruquiers. Ah là, on n'est pas très loin des coiffeurs qui quand même longtemps vont venir à domicile. Vous savez, et d'ailleurs quand on va au Québec, entre parenthèses, on dit toujours qu'on va chez le barbier. Hein. On dit pas qu'on va toujours, chez... d'accord. Le salon de coiffure tel que nous le connaissons, disons les choses, il ne naît véritablement que vers la fin du 19e siècle, avec des salons qui accueillent notamment les dames, parce que très longtemps c'était quand même des salons pour hommes, tout ça, et on va chez le coiffeur, les dames vont chez le coiffeur ou chez la coiffeuse, disons aller quasiment au tournant du 20e siècle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.